Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International de Télépaèse, votre matinale de ce vendredi 24 avril. Une très très bonne fête à tous les fidèles. Bonjour, salut à tous. Eh oui, c'est la fin de semaine, bientôt le week-end les enfants. Allez, j'espère qu'on va avoir du soleil pour ce week-end. On va voir avec Philippe qui est en train de s'installer, qui va nous donner le point météo donc du jour ainsi que du week-end, ainsi que le bulletin d'information, et puis bien sûr les rubriques habituelles, nos invités, et puis nous retrouverons aussi Marie-Pierre en fin de matinale qui va nous emmener au State. Voilà donc un petit point météo de suite avec Philippe, et on se retrouve juste après. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce vendredi avec un vent faible s'orientant au secteur ouest modéré la nuit prochaine. Les températures maximales seront très agréables, en hausse par rapport à hier et supérieure au normal de saison, 19 à 22 degrés sur le pourtour de l'île et 14 degrés sur le relief. Le week-end, Auguste, oui, j'y arrive. Alors, le temps sera bien ensoleillé samedi, avec cette fois un vent d'ouest qui soufflera modérément sur la façade occidentale et aux extrémités de l'île. Petite hausse des températures, elles se situeront entre 19 et 23 degrés sur le pourtour de l'île, 15 degrés sur le relief. Du soleil également dimanche, Auguste, avec cette fois un vent de sud-est qui soufflera modérément sur la partie orientale de notre île. Les températures seront stationnaires. Un incendie s'est déclaré cette nuit vers 22 heures dans une maison abandonnée à Venaco, la Casa Stefani. Malgré l'intervention des pompiers, le feu a parcouru les 5 étages et la charpente de la bâtisse appartenant à la collectivité de Corse. On ignore pour l'heure l'origine des flammes, tout comme celle qui, à Ajaccio, aux alentours de 20h45, ont détruit une baraque en bois proche d'un chantier. Aucune victime n'est à déplorer. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, est en visite en Corse pour 2 jours. Hier à Ajaccio, elle s'est rendue à Santa Maria Sique, puis au congrès des maires de la Corse du Sud. Elle a également rencontré la présidente de l'Assemblée de Corse et les présidents des groupes et leur a confirmé que le texte sur l'autonomie de l'île serait examiné par l'Assemblée nationale la semaine du 15 juin. Aujourd'hui, elle visitera la maison médicale de Castello di Rostine ou en Haute-Corse avant de se rendre à Bastia pour un entretien avec Gilles Simeoni et des échanges avec les acteurs économiques et les maires et présidents de PCI. Le conseil municipal d'Ajaccio a voté son budget primitif hier soir. Il se monte à 170 millions d'euros, soit une hausse de 5,42% par rapport à 2025, dont 45,50 millions d'euros en investissement et 124,5 millions en fonctionnement. Lors du vote, les élus nationalistes et RN ont rejeté l'activation du levier fiscal et voté contre le budget qui a toutefois été adopté, comprenant notamment une augmentation de 5,8% de la taxe foncière et 4,3% de la taxe d'habitation. À Bastia, le conseil municipal a lui aussi planché sur le budget primitif à travers une trentaine de rapports. La majorité municipale propose une hausse d'environ 14% du taux de la taxe foncière sur les propriétés et bâtis, soit en moyenne une augmentation de 85 euros par an et par foyer fiscal. Le vote aura lieu le 30 avril. Une nouvelle compagnie corse devrait relier Bastia à l'Italie avec un navire rapide à foils. C'est un jeune armateur bastier qui a créé cette compagnie maritime qui s'appelle Corse Express. Il s'apprête à la lancer donc et opérer sur des liaisons rapides entre la Corse et l'Italie sur un bateau à foils qui aura une longueur de 32 mètres, qui pourra embarquer 220 passagers à 35 nœuds, soit 2 fois plus vite qu'un ferry normal. Célébration ce vendredi des 170 ans d'Orezza sur le site historique de Rapazzo. À l'occasion de ce 170e anniversaire, la marque célébrera également la réussite de son passage en société coopérative d'intérêt
collectif. Au programme chant d'enfants de Asgo la Gourse avec Félie, atelier avec Lily Pissenlit, marché d'artisans, animation musicale assurée par le groupe Ipignote et puis découverte du coffret 170 ans en édition limitée. Enfin en sport, football, pas de l'alternative pour le Sporting Club de Bastia, 17e au classement s'il veut espérer disputer les barrages pour le maintien en Ligue 2. Le Sporting devra s'imposer ce soir à Clermont, 14e au classement, ce qui est loin d'être impossible après la belle prestation des Bleus samedi dernier contre les Verts de Saint-Étienne, et d'autant également que les Clermontois restent sur une série de 6 rencontres sans victoire. Merci Philippe. Allez, on se retrouve dans un petit moment pour l'inviter. Pour le moment, nous allons faire un petit détour sur ces hippodromes pour les pronostics épiques du jour avec notre cher Rémi. Et puis, en vous rappelant une fois de plus que les courses au niveau insulaire seront sur l'hippodrome de Casator. Ce sera pour le 3 mai, dimanche 3 mai. Voilà, un petit pour noter sur vos petits agendas. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 10, l'Amour Suprême, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course, le 12, Mumflying devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 7, Montana Kaluma. Bon jeu à tous. Allez, il ne reste plus qu'à aller faire vos petits paris dans vos PMU. On se fait un petit horoscope. C'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous indiquer et à vous apporter comme information. Les béliers, aujourd'hui, vous allez vous sentir dans l'envie de passion et de relation. En tout cas, si vous en avez l'opportunité, vous allez être vraiment très passionné, dans une belle ardeur. Les taureaux, faites preuve de sagesse au niveau des discussions que vous pourrez avoir avec les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui. Les gémeaux, vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir aujourd'hui. Les cancers, aujourd'hui, vous allez avoir certainement la possibilité de discuter au niveau financier, au niveau travail. Les lions, vous arrivez à une victoire par rapport à des conflits qui peut-être étaient compliqués à résoudre jusqu'à présent. Les vierges, des événements inattendus vont vous donner une sensation de lenteur ou de retard dans votre rythme d'avancée. Prenez le temps, observez et voyez ce qui peut éventuellement ressortir de tout ça. Les balances, alors pour les hommes en particulier, sachez bien que vous allez réussir, même si c'est petit à petit, à retrouver une paix personnelle ou une paix clairement générale de ce qui vous entoure. Ça se fera à votre rythme. Les scorpions, s'il y a certaines choses qui sont en train de se terminer dans votre vie, c'est pour vous inciter à créer de la nouveauté. Les sagittaires, prenez le temps de vous poser pour aller dans une belle réflexion afin de susciter justement votre intellect et vos idées. Les capricornes, vous allez parler travail avec les proches que vous pouvez avoir avec vous, ou sinon, tout simplement, vous allez avoir envie de voir les personnes auxquelles vous tenez. Les Verseaux, malgré les apparences, même si par moments on peut avoir de mauvaises surprises, ça peut souvent cacher une très belle surprise par la suite. Et enfin, les Poissons, sachez bien que même si vous avez déjà de très belles choses qui vous arrivent, tout ceci n'est encore que superficiel, le destin vous réserve quelque chose d'encore plus grand par la suite. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Et Paxi, vous pouvez joindre donc en privé, vous avez un petit numéro de téléphone à la fin de sa rubrique. On poursuit avec l'invité du jour au micro de Philippe Cham. Notre invité aujourd'hui, Laura Templet du CPIE de Corté, à l'occasion de la 3e édition des 24 heures naturalistes en Corse.
Laura, bonjour. Bonjour. Alors, troisième édition donc des 24 heures naturalistes en Corse. Il y a eu 2 éditions déjà. Oui, c'est Il y a ça. la première qui était, je crois, à San Giuliano. C'est ça, à Saint-Julien en 2024. Et la seconde à Lumio. à Lumio. Alors, j'ai remarqué que c'était en juin, en mai, et maintenant c'est en avril. Vous décalez à chaque fois d'un Ouais, mois. c'est ça. Ça dépend un peu des week-ends où on est disponible en fait par rapport aux autres activités qu'on a les autres week-ends. Alors, en quoi consistent ces 24 heures naturalistes? Alors, c'est un événement qui est d'abord né d'une idée en fait entre les salariés du CPE Larinachta et de l'Observatoire des insectes de Corse de l'Office de l'environnement. Le but, c'est vraiment de réaliser, c'est un week-end complètement bénévole. Le but, c'est de réaliser des inventaires naturalistes sur une zone qu'on choisit en amont. Donc, en fait, on fait des votes entre les participants pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Le but, c'est vraiment de réaliser des inventaires sur toute une zone, donc des inventaires naturalistes, de la faune, de la flore. Ça va des amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chauves-souris, les plantes, etc. Et enfin voilà, en gros, on se retrouve tous ensemble sur cette zone et pendant tout un week-end, on réalise des inventaires. Alors, ça peut être aussi bien des professionnels que des amateurs, C'est ça, c'est ouvert à tout le monde en fait. Le but, c'est surtout, enfin, c'est vraiment un objectif double. C'est autant de créer un réseau entre les experts, les professionnels de la biodiversité sur le territoire, mais également d'ouvrir ça aux passionnés de biodiversité, ceux qui veulent apprendre. Voilà, c'est vraiment pour se créer un réseau, se former entre nous, se voir en dehors des réunions, etc. Alors, cette troisième édition, elle se déroule donc en Concador, à Farinol, c'est ça? C'est ça, à Donc, Farinol. sur place, comment ça va se dérouler exactement? Concrètement, on se retrouve le matin à la salle polyvalente de Farinol, on se rencontre, il y a un petit café, accueil café, voilà, pour que tout le monde se présente, etc. On va créer des groupes entre nous, donc chacun se dispatche un peu entre groupes selon les spécialités de chacun, ceux qui préfèrent, ceux qui sont plus professionnels des oiseaux par exemple, vont pas se mettre aux mêmes, ils vont se dispatcher un peu dans chaque groupe pour que chaque groupe soit un peu chacun ait toutes les spécialités dans chaque groupe. Ouais. Et comme ça, après, on regarde ensuite où est-ce que chaque groupe veut aller faire les inventaires. On se divise sur le territoire pour essayer d'être un peu partout sur le territoire. Le but, c'est de partager toutes les connaissances, en fait. Chacun apporte un petit peu sa pierre, c'est ça? C'est ça, c'est de partager nos connaissances, de se former entre nous et surtout, du coup, de créer des données, en fait, d'aller faire des inventaires et de créer des données pour les territoires qu'on va inventorier. Donc c'est la troisième édition. Des 2 autres éditions, qu'est-ce que vous avez retenu? Vu que s'il y a une troisième, c'est que c'est assez instructif. C'est vraiment un événement qui fonctionne. Donc si je dis pas de bêtises, on était 27 et 24 les 2 dernières années. Là, on est déjà 25 inscrits pour donc dans 2 semaines. C'est vraiment un événement qui fonctionne. Les participants ont vraiment apprécié. Ils en redemandent. C'est vraiment un événement très convivial. C'est pour vraiment faire du partage entre nous, quoi. Donc en fait, le public ne peut pas participer. Ce sont des amateurs ou des professionnels, mais qui ont des connaissances bien précises. C'est ça, oui, parce que c'est pas non plus des randonnées commentées. C'est vraiment le but, c'est vraiment que les gens ils aient envie d'inventorier pour qu'on fasse de la donnée naturaliste, quoi. Et comment ensuite les données, vous les ramassez, vous les redispatchez ensuite pour faire connaître un petit peu le résultat de ces journées? Oui, c'est ça. En fait, les données après elles sont rentrées dans les bases de données naturalistes. Donc par exemple, nous on va utiliser le site iNaturalist. Comme ça, elles entrent dans les bases de données nationales et après ça passe au niveau national. Ça rentre dans le cadre. Et par exemple, souvent, les données elles vont servir à des projets territoriaux. Donc par exemple, cette année, ces données-là, elles vont servir au projet de l'Atlas de la biodiversité de la Concador. Donc c'est avec le grand site de la Concador. Cette année, sur plusieurs années, mais actuellement, il y a un Atlas de la biodiversité communale qui est en cours. Et donc, nos données qu'on va inventorier, qu'on va trouver, elles vont servir pour ce projet territorial. Et donc, on arrive à trouver toutes sortes d'insectes, on arrive à trouver des nouveaux, enfin pas des nouveautés, mais enfin, est-ce qu'on apprend certaines choses sur des... Oui, toujours.
En fait, il y a toujours, en gros, par exemple, quand il y a un atlas de la biodiversité communale, il y a plusieurs structures qui sont en fait chargées de faire des inventaires. Mais le problème, c'est qu'on peut pas inventorier toujours tous les endroits et surtout, on n'y est pas tous les jours. Donc, il y a toujours des espèces qu'on va louper, etc. Et dans le cadre d'un week-end comme les 24 heures naturalistes, on est beaucoup, on est un peu dispersé partout et il y a toujours des données qui arrivent qui sont un peu différentes, qui sont un peu plus rares qu'on découvre. Quoi. Alors j'ai vu que dans le planning, il y avait inventaire nocturne, ça veut dire que la nuit aussi, la nuit, oui, s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut faire les inventaires des amphibiens, donc eux qui se réveillent. Chauves-souris aussi peut-être. Et les chauves-souris, oui. S'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont envie de le faire, voilà. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de planning, c'est vraiment les bénévoles, tous les participants qui peuvent dire ce qu'ils ont envie de faire. Alors il y a plusieurs partenaires, je crois, il y a l'Office de l'environnement. C'est ça, il y a l'Office de l'environnement, donc le CPIE, la RINACH, et les communes, et le grand site de la Concadour cette année. Et donc les retours sont bons, ensuite vous préparez déjà la 4e édition ? Oui, on verra pour l'année prochaine, mais oui, tant qu'il y a des gens qui sont motivés pour le faire, oui, on va continuer. Donc c'est récurrent et ça prouve que les gens aussi sont sensibles à ce genre d'opération et à la biodiversité aussi. C'est ça, oui. Les gens, tout le monde a envie de continuer et surtout, c'est vraiment le côté convivial où on se rencontre toujours dans les réunions vraiment plus professionnelles. Et là, c'est pour sortir un peu de ce cadre et aussi de partager avec d'autres personnes pour qui ce n'est pas le travail. On vous sent passionné, comment vous êtes tombé dans ce milieu naturaliste ? Moi, c'est au cours de mes études, à force, vraiment, au cours de mes études, j'ai trouvé les cursus qui me plaisaient vraiment vers le côté naturaliste et c'est venu comme ça. Merci beaucoup Laura. Laura, donc à l'occasion de cette 3e édition des 24 heures naturalistes en Corse qui vont se dérouler, donc on n'a peut-être pas dit les dates, c'est 25 et 26 avril à Farinol. Merci beaucoup Laura. Merci. Voilà, si vous avez une manifestation, une association, vous voulez parler d'un livre, de culture, n'hésitez pas à nous appeler, à nous passer un petit coup de fil pour finir sur le plateau de Radio Corse International. Voilà, tout simplement. Donc, on peut sur les réseaux ou bien sur l'autre plateforme. On refait un petit point sur l'information avec Philippe, avec les titres de l'information de ce jour. La Casa Stefani, une maison en ruine appartenant à la CDC, proie des flammes cette nuit à Venaco. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation en visite en Corse pour 2 jours, a confirmé hier que le texte sur l'autonomie de l'île serait examiné par l'Assemblée nationale la semaine du 15 juin. Après la Corse du Sud hier, elle sera ce vendredi en Haute-Corse. Le conseil municipal d'Ajaccio a validé son budget primitif 2026. Il se monte à 170 millions d'euros, soit une hausse de 5,42% par rapport à 2025. À Bastia, le budget sera voté le 30 avril. Il comprendra une hausse d'environ 14% de la taxe foncière. Et puis en football, pas d'alternative pour le Sporting. S'il veut espérer disputer le barrage pour le maintien en Ligue 2, ça passe par une victoire ce soir à Clermont. Météo, c'est un week-end ensoleillé. Merci Philippe, passez un bon week-end et on se retrouve bien sûr lundi. On va finir cette matinale avec Marie-Pierre Samani, qui nous emmène, notre hôtesse de l'air, qui nous emmène aux États-Unis. Bonjour et bienvenue dans notre chronique en roue libre. On part comme d'habitude à la découverte d'une nouvelle région des États-Unis et aujourd'hui c'est la Louisiane. La Louisiane, traversée par le Mississippi, ne ressemble à aucune autre. Ici, tout est lié à l'eau et la nature y est magnifique, certes, mais instable, ce qui rend la région particulièrement vulnérable aux ouragans. Certaines zones, notamment autour de la Nouvelle-Orléans, sont sous le niveau de la mer et les inondations font partie de l'histoire. Même les cimetières sont souvent hors sol, ce qui est peu commun aux États-Unis, parce que la terre est trop humide pour y enterrer les morts. Et l'histoire humaine y est tout aussi complexe. La Louisiane a d'abord été française, puis espagnole, puis de nouveau française avant d'être vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803. Résultat, un territoire profondément mélangé où se sont formées 2 grandes identités culturelles, les créoles et les cajuns. Le terme créole désigne des personnes nées dans la colonie sans distinction de couleur de peau par opposition aux Européens nés en Europe. Les créoles sont souvent urbains, francophones, catholiques et très présents à la Nouvelle-Orléans.
Les Cajuns, eux, descendent des Acadiens, expulsés du Canada par les Britanniques lors du Grand Dérangement à partir de 1755. Installés dans les zones rurales et les marais, ils développent une culture propre, tournée vers la pêche, l'agriculture et la vie communautaire. À ces deux héritages et à celui des natifs américains se mélangent influences africaines, caribéennes, et c'est ce métissage qui va conditionner toute l'histoire culturelle de la Louisiane. Mais derrière les paysages fascinants, il y a une réalité sombre sur laquelle la région s'est construite, celle des plantations et de l'esclavage. À partir du XVIIIe siècle, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont arrachés à l'Afrique de l'Ouest, transportés de force par bateau, puis vendus comme main-d'œuvre gratuite destinée aux plantations de coton et de canne à sucre. Et ces lieux racontent aujourd'hui deux histoires différentes. D'un côté, celle des propriétaires. Les grandes maisons coloniales et les allées bordées d'arbres montrent un sud élégant, presque romantique. Et c'est cette image qu'on retrouve dans le cinéma, notamment dans le film Entretien avec un vampire, tourné en partie dans une vraie plantation au Calais. Une vision esthétique, nostalgique, mais centrée sur les dominants. À la Laura Plantation, on raconte l'histoire de plusieurs générations de femmes créoles qui ont dirigé ces domaines. Des femmes prises dans un système violent qu'elles ont tout autant subi que contribué à faire fonctionner. Et puis il y a l'autre côté, celle des personnes opprimées. À la Whitney Plantation, le regard change complètement. Ici, on parle des esclaves, de leur nom, de leur vie et de leur mort en leur redonnant une identité et en leur rendant hommage. Dans le film 12 Years a Slave, on suit l'histoire d'un homme noir né libre dans l'État de New York qui, attiré par une fausse promesse d'emploi, est enlevé puis vendu dans les plantations. Pendant des années, il cherche de l'aide, écrit des lettres en secret, prend des risques et finit par réussir à être libéré grâce à l'aide d'un charpentier canadien abolitionniste après 12 ans de captivité. C'est une histoire vraie, mais son cas reste exceptionnel. La plupart des esclaves n'ont jamais retrouvé leur liberté. L'esclavage a fini par être aboli aux États-Unis en 1865 après la guerre de sécession et l'adoption du 13e amendement, mais dans le Sud, les inégalités raciales et économiques perdurent. Cette période de transition, instable et tendue, continue d'inspirer la fiction et on retrouve d'ailleurs ce climat lourd et ces institutions marquées par la ségrégation et l'injustice dans le film La Ligne verte, tiré du roman éponyme de Stephen King. Côté jeux vidéo, dans Red Dead Redemption 2, la région devient Lemoyne et Saint-Denis nous rappelle la Nouvelle-Orléans du 19e siècle, une ville moderne qui marque la fin du Far West et le début d'un autre monde. Et maintenant, petit conseil aux gamers, si un homme louche vous invite dans les marais, déclinez. Blague à part, ce que montre le jeu, comme beaucoup de fiction, c'est aussi l'importance des marges. Des espaces loin des villes, loin du pouvoir, des lieux où l'histoire laisse place aux légendes, et en Louisiane, ces lieux ont un nom, les bayous. Un bayou, c'est un bras d'eau lent issu du Mississippi. L'eau y stagne, la végétation est dense et les habitations sont souvent isolées. Ces territoires, longtemps restés à l'écart, ont nourri un imaginaire particulier, marqué par la solitude, la précarité et le repli sur soi. La série True Detective saison 1, dont l'enquête se déroule entre marais, zones industrielles abandonnées et petites communautés fermées, illustre ce sud rural marginalisé, marqué par la religion, la pauvreté et l'absence de perspective. Dans un registre plus fantastique, la série True Blood transforme le bayou en territoire de créatures démystifiées et de conflits entre communautés. Et vous l'aurez remarqué, la Louisiane est souvent associée aux vampires et ce n'est pas un hasard. Entre héritage européen et culture catholique, les caveaux hors sol, l'histoire violente et la culture nocturne, pas étonnant que la ville se prête naturellement au récit d'être entre deux mondes. Mais derrière le surnaturel, on retrouve des thèmes très concrets. La peur de l'autre, les rapports de pouvoir, les tensions sociales et les croyances diverses. C'est entre histoire et mythe qu'une spiritualité particulière s'est développée, le vaudou. C'est une pratique religieuse issue des traditions d'Afrique de l'Ouest, développée en Louisiane pendant la période esclavagiste. Le vaudou sert alors à préserver une identité, à créer du lien et à résister culturellement. À la Nouvelle-Orléans, il est notamment incarné par Marie Laveau, figure historique du 19e siècle, à la fois guérisseuse, chef spirituelle et femme influente. On la retrouve d'ailleurs dans la série American Horror Story Coven, où son personnage est revisité à travers une rivalité entre vaudou et sorcière sur fond d'héritage colonial et racial. La ville y devient un territoire hanté par son passé. Mais contrairement aux clichés, le vaudou n'est pas centré sur la magie noire, il repose sur des rituels, des prières, des plantes médicinales et une relation aux ancêtres.
Il a longtemps été marginalisé, surveillé, parfois réprimé, avant d'être récupéré comme élément folklorique, notamment à des fins touristiques. C'est le côté sombre du vaudou qu'on retrouve dans le film d'Alan Parker Angel Heart, où l'on suit un détective incarné par Mickey Rourke face à un Robert De Niro aussi énigmatique qu'inquiétant. Plus l'enquête progresse et plus la frontière entre réalité et surnaturel s'efface. La ville devient un labyrinthe de peur et de zones grises dans une atmosphère moite et suffocante. Mais il n'y a pas que les œuvres sombres qui ont mis la Louisiane en lumière, car c'est aussi ici que Disney a choisi d'installer l'histoire de son premier film avec une héroïne afro-américaine, La Princesse et la Grenouille. Lucioles, musique, parade et vaudou adouci, la région y apparaît comme un territoire magique ancré dans une ville réelle et non dans un royaume fictif. De cette histoire, de ses croyances et de ses résistances est née une culture musicale dont le berceau est la ville de la Nouvelle-Orléans, le jazz. Dans les années 1900, des musiciens issus des communautés noires et créoles mélangent fanfare, blues, chants religieux, rythme africain et répertoire classique européen. Bercé dans les saloons et les quartiers populaires de la ville, notamment à Storyville, connue pour ses maisons closes et sa vie nocturne, cette musique à la réputation sulfureuse accompagne les bals, les parades et les rassemblements. Et même lorsqu'il conquiert les cabarets de Chicago et de New York, lors de la migration des musiciens vers le nord, le jazz reste lié à ces lieux et à ces figures peu respectables aux yeux de la société dominante. Il faudra attendre le succès de ces premiers grands artistes pour qu'ils gagnent une véritable reconnaissance, et l'un de ces musiciens, c'est Louis Armstrong. Né en 1901 dans un quartier pauvre de la ville, il apprend la trompette dans un centre pour mineurs, puis dans les brass bands avant de jouer dans des clubs. Au fil du temps, il devient l'une des figures majeures du jazz. Son timbre de voix, son jeu virtuose et son charisme sur scène forgent sa renommée internationale. Il popularise aussi le scat, un style vocal fondé sur l'improvisation. Avec lui, le jazz quitte les rues de la Nouvelle-Orléans pour devenir une musique mondiale. La culture de Nola, un des diminutifs de la ville, se retrouve jusque dans ses transports. La ville possède l'un des plus anciens réseaux de tramways encore en service, notamment la ligne Saint-Charles en activité depuis le 19e siècle. Ces wagons verts en bois traversent les quartiers historiques et font partie du paysage. Il existait d'ailleurs à l'époque une ligne appelée Desire qui desservait le quartier du même nom, et c'est bien elle qui donne son nom à la pièce de Tennessee Williams, un tramway nommé Désir, adapté au cinéma par Elia Kazan. Le film, qui révéla un certain Marlon Brando, alors peu connu au moment de la pièce, introduit au cinéma une expression beaucoup plus directe du désir, des tensions intimes et des rapports de domination, jusque-là rarement montrés à l'écran, et popularise le jeu issu de l'acteur studio. Autre incontournable, le Mardi Gras. Hérité des fêtes européennes, puis transformé par les communautés locales, il repose sur des défilés organisés par des groupes appelés crews qui préparent leurs chars, leurs costumes et leurs parcours. Pendant les parades, on lance à la foule des colliers de perles devenus un symbole de la fête. Le quartier français et les grandes avenues deviennent alors le centre des célébrations, et ce n'est pas qu'un événement touristique, c'est un rituel collectif. Mais en 2005, cette ville si vivante est frappée par l'ouragan Katrina. Les digues fédérales cèdent, des quartiers entiers sont inondés et des milliers d'habitants sont déplacés. Beaucoup ne reviendront jamais. Cette période est racontée dans la série Trémé qui suit des musiciens, membres du même groupe, tentant de reconstruire leur vie après cette catastrophe. Elle montre une ville fragilisée, mais portée par sa culture. À la Nouvelle-Orléans, la musique, la fête et la mémoire deviennent des formes de résistance, et en Louisiane, rien n'est décoratif. Tout vient d'une histoire difficile, transformée en identité, et c'est pour ça qu'elle ne ressemble à aucune autre. C'est terminé pour cette chronique, on se retrouve bientôt, et comme on dit là-bas, laissez les bons temps rouler. Merci Marie-Pierre. Voilà, elle est repartie pour de nouvelles aventures. Je vous souhaitais de passer une très bonne journée tout d'abord, c'est un bon vendredi, et puis aussi sur un grand week-end qui arrive, un très bon week-end. Soyez prudents sur les routes, on se donne rendez-vous lundi matin, même heure, même antenne, puis je vous rappelle que si vous voulez revoir l'ensemble de ces matinales, n'hésitez pas à aller
piocher sur le site de Stampa Paese, Telepaese ou bien sur la plateforme de Radio Corse International. Je vous rappelle rci.websiteradio.co. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort. Tenete forte et à luni. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre